3 jours. Bonjour, bonjour. Voilà, je reprends. C'est Éric de Ritmaten, journaliste. Je suis chargé d'animer ces webinaires pendant 3 journées. Alors, j'ai le plaisir donc d'animer ces webinaires. Ce sont les journées internationales et digitales de la supply chain. Alors, elles sont organisées par les Agora Supply Chain de Paris, Lille et Lyon, avec le réseau Agora Manager. Donc, on est ensemble 6, 7 et 8 juillet. Au programme 15 rendez-vous, c'est important, sur le thème les supply chains internationales à l'épreuve du Covid, avec cette question comment s'organiser pour sortir de cette crise et pour préparer l'avenir. Alors nous allons dans un instant parler des grands ports français avec les enjeux stratégiques, notamment après cet épisode sanitaire. 4 invités autour de cette table. Je présente d'abord Laurent Sabatucci, on va vous retrouver dans un instant. Vous êtes président fondateur de EOL. Vous nous direz précisément ce que c'est, mais je crois que vous êtes le spécialiste vraiment de la location-vente d'entrepôts, c'est bien ça, puis de la gestion du conseil. Nous avons avec nous l'un des plus gros assureurs alors belges, Thibaut Delamain, directeur général de AG Real Estate France. Là, vous représentez la partie France pour les bâtiments, bien sûr, l'assurance. Et puis 2 consultantes, Virginie Huret, consultante et cofondatrice de ID Plus Solutions, et Anne Lecomte, donc, qui est en face ici, Anne Lecomte, qui elle également donc, est consultante et cofondatrice de ce cabinet. Alors, avant de démarrer, j'aimerais juste vous dire qu'aujourd'hui démarre l'organisation du prix de la Startup 2020, l'Agora des directeurs supply chain et Sprint donc projet, vous donne rendez-vous dès 17h45, ce sera ce soir, dès 17h45 pour l'ouverture des votes et pour vous présenter les 4 startups du concours. Il y a un lien Internet qui va apparaître, vous le voyez ici. Et puis n'oublions pas que dans 30 minutes environ, vous aurez la parole pour poser les questions à nos 4 invités. Donc c'est vraiment du web chat, vous avez la possibilité d'intervenir donc en direct, puisque nous sommes ici pour 45 minutes pour cette première partie. Première question avec Laurent Sabatucci. Donc je le disais, vous êtes le président fondateur de EOL. Et la grande question aujourd'hui, après la période sanitaire que nous avons traversée, quel état des lieux peut-on faire? Tout a été à l'arrêt pendant pratiquement 2 mois et demi, 3 mois. Comment on se prépare à relancer la machine dans les ports français, puisque c'est ce qui nous intéresse, les grands ports français? Bonjour et merci. Donc EOL, effectivement, est un spécialiste de l'immobilier logistique en France. Nous sommes environ 70 répartis sur 5 bureaux en France. L'état des lieux de l'immobilier logistique, alors la logistique finalement, on s'en est rendu compte pendant cette crise, est vraiment stratégique pour les entreprises et finalement plus résiliente que beaucoup d'autres activités, en tout cas immobilières, beaucoup plus stable que pas mal d'actifs immobiliers. Et donc, on a gardé finalement une activité relativement soutenue, puisque 80-90% des entrepôts continuaient à fonctionner pour alimenter les grandes surfaces notamment, mais pas seulement, le e-commerce évidemment. Et donc une activité qui reste soutenue, même si le marché lui-même a ralenti du fait du confinement, et puis du fait également du report des autorisations administratives qui ont décalé de nombreux projets. Et donc, ce qui nous réunit ici, c'est finalement ce qu'on constate depuis maintenant 2-3 ans, c'est-à-dire que les grands ports français, qui étaient un petit peu en recul par rapport aux grands ports européens en termes d'immobilier logistique, d'offres immobilières, depuis 2-3 ans retrouvent du dynamisme. On l'a vu l'année dernière, puisque l'année dernière, ça a été vraiment une année de basculement. Par exemple, le port de Fos, près de Marseille, 2 tiers des transactions logistiques en région PACA ont eu lieu sur le port de Fos. Il y a eu également de grandes opérations sur le port du Havre. Nous avons notamment accompagné une société qui s'appelle Mediaco sur 25 000 m². Il y a un très grand clé en main de 60 000 m² qui est en train de voir le jour également sur le port du Havre. C'est le plus gros projet clé en main qui a été initié. Donc un vrai basculement des ports qui deviennent finalement, dans un contexte, on l'a encore vu récemment, où les élus, les populations n'ont pas forcément envie de voir fleurir des entrepôts un peu n'importe où. Ces grands ports, avec ces très grands terrains extrêmement bien desservis, souvent avec des dessertes multimodales, sont les lieux d'accueil naturel des grands entrepôts français. Et jusqu'à présent, c'était un petit peu difficile de convaincre les grands chargeurs. Et là, on voit qu'il y a un basculement depuis l'année dernière et que de grands chargeurs s'implantent sur des bâtiments de 50, 60, voire 100 000 m² dans les grands ports français qui sont faits pour ça.
C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer, notamment avec l'étude qui a été réalisée par ID+ Solutions. C'est une manière aussi d'accompagner les entreprises et de développer l'économie, d'encourager la reprise. Je pense que là aussi, c'est un vecteur très important, l'échange international. Effectivement, et c'est un peu dans l'esprit ce qui avait été pensé par le gouvernement, qui était d'identifier des grandes zones capables d'accueillir ces grands projets rapidement. Finalement, les ports, on se rend compte que les ports sont ces lieux où on peut accueillir ces grands projets et être opérationnel rapidement. Et c'est notamment dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec AG Real Estate et PRD, le promoteur, pour développer le plus grand projet lancé en blanc, c'est-à-dire sans locataire, d'Europe. Pour l'instant. Pour l'instant, effectivement, vous avez raison. Le but étant d'en trouver. Ça, on est là pour ça. On compte sur votre aide. Et donc, en fait, c'est le plus grand projet lancé en Europe et qui va permettre justement d'accueillir un projet Parce qu'aujourd'hui, un projet qui cherche à s'implanter en Europe, c'est plusieurs années. Ouais. Et surtout un niveau de risque. On le voit encore dans la presse récemment. Les grands projets aujourd'hui qui arrivent et qui posent des permis de construire, c'est plusieurs années, ce sont des risques élevés, des risques de refus, des risques de recours. Ce projet, il apporte toute la sécurité et l'efficacité multimodale, opérationnelle, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer rapidement. Donc c'est vraiment un projet emblématique, à la fois pour la France, à la fois pour les grands ports, à la fois pour la logistique. Donc ça veut dire que vous prenez date sur le futur, vous proposerez un outil tout prêt à être utilisé. Exactement. Alors on a des images, je pense, on va peut-être pouvoir les regarder. Et donc je pense que Thibaut, d'ailleurs, excusez-moi. Et Thibaut, absolument, et Thibaut de la main, va on les va illustrer. pouvoir nous les commenter, puisque vous représentez donc la partie assurance et l'immobilier en général, c'est ça? Alors en fait, AG Real Estate est la filiale de la première compagnie d'assurance belge, AG Insurance. Oui. Et donc à ce titre-là, on investit dans différents types d'immobilier et la logistique en fait partie. On est très investi dans ce domaine-là et on a fait le choix du Havre, justement par rapport aux arguments que vient d'annoncer Laurent. Également ce que vont présenter Anne et Virginie, c'est-à-dire être en proximité immédiate du bassin parisien, avec tout le développement de l'axe Seine développé par Aropa, et tout en étant ouvert sur l'international. Alors on a un bâtiment tout à fait standard au niveau des constructions de marché, certifié BREEAM, avec une hauteur de 11,60 m, des cellules de 12 000 m². Il est traversant, c'est-à-dire que les flux de marchandises peuvent rentrer d'un côté et sortir de l'autre côté du bâtiment. 92 000 m², c'est une taille effectivement très importante. Et nous, on fait plutôt la stratégie de susciter la demande par l'apport de cette offre exceptionnelle. C'est rare d'avoir des bâtiments de cette taille-là disponibles sur le marché. On a toujours fait le pari chez AG Real Estate d'anticiper les demandes que pouvaient avoir les utilisateurs. Ça nous a déjà été profitable dans le passé. Donc on réitère ce pari-là avec ce bâtiment qui, de par sa proximité aussi du multimodal développé par le port du Havre, permet justement d'avoir un accès immédiat à toute la zone container du port du Havre et de pouvoir dispatcher après l'ensemble des marchandises vers le bassin parisien et d'avoir une vraie logique. Et ça, Virginie et Anne, que nous avons consultées à cet égard, pourront l'expliquer mieux que moi, une vraie logique miroir avec le sud de la France. Quand vous êtes un opérateur qui a besoin de structurer son flux logistique aussi bien sur le nord de la France que sur le sud de la France avec le port de Fos. Et en termes de prix au mètre carré, on a déjà une évaluation, une idée? Oui, bien sûr. Alors on est sur des prix inférieurs à ce qui se pratique sur le bassin parisien. C'est ça aussi l'intérêt de ce projet. On est sur des loyers à 48 € du mètre carré, incluant les redevances que l'on doit payer au port, étant donné qu'on est sur un terrain avec un bail amphithéotique par rapport au foncier détenu propriété du port. Avec bien sûr tout ce qu'il y a autour pour le transport, soit par la Seine, soit par le canal, soit par bateau, ça peut repartir éventuellement. C'est-à-dire là, vous êtes ouvert, y compris le transport aérien s'il le faut, exact. Pour le reste de l'Europe. On a un bassin d'emploi qui est important. Ça aussi, c'est primordial quand on veut développer une zone logistique et industrielle, c'est d'avoir le bassin d'emploi adéquat. Et justement, le Havre permet, pour n'importe quel nouvel arrivant ou même pour un utilisateur déjà existant, de profiter de ce bassin d'emploi qui est performant.
Et vous pensez aussi éventuellement à des marchandises en provenance d'Asie qui pourraient transiter à cet endroit? Est-ce que ça peut être une éventualité dans votre recherche justement de Alors, locataires? on a un bâtiment qui est flexible Mhm. pour une multitude d'utilisateurs. On a des Ouais. autorisations, ce qu'on appelle ICPE environnementales, Mhm. qui permettent justement d'accueillir le maximum d'utilisateurs, que ce soit de ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est-à-dire de l'e-commerce, comme des utilisateurs plus classiques. Le spectre est relativement large, donc on ne se ferme la porte de personne. Le port du Havre est plutôt un port qui est orienté sur l'exportation, mais l'importation fonctionne également. On voit les images donc actuellement à l'écran. Donc 2000 mètres carrés de bureaux et locaux donc sociaux. Donc vous l'avez dit, un bâtiment certifié BREEAM, donc ça c'est assez important. Donc il est aussi avec 138 portes à quai, ce qui est beaucoup, hein, mais ce qui est formidable Ce pour qui est le répondre standard. à la demande. Oui, Voilà, ce qui mais est c'est tout à donc fait le l'offre standard, mais ce qui est très pratique. Alors, ça peut s'adresser à quel type d'entreprise, cette offre? Vous avez déjà imaginé, peut-être les consultantes pourront nous en parler, hein, mais vous avez déjà imaginé, vous disiez, c'est un outil clé en main qui peut être utilisé par tout le monde et qui est adaptable. Tout à Mais fait. en particulier, ce serait pour quel type d'activité? L'e-commerce, évidemment, Oui. est une cible Mhm. et les récents mois nous ont montré que l'activité dans ce domaine-là était de plus en plus croissante. Ce n'est pas une nouveauté, mais ça vient le confirmer. Il y a beaucoup d'industries aussi sur le port du Havre, donc ça peut s'adapter aussi à des demandes d'utilisateurs qui ont besoin de développer leur industrie sur un port. Donc on l'a compris, industrie ou même e-commerce, on le sait avec la distribution qui augmente considérablement, c'est 10-15% par an, donc c'est vraiment l'avenir. Alors madame, peut-être, alors vous êtes peut-être toutes les deux à vous compléter l'une l'autre. Tout à fait. Je vous représente, hein, donc Anne Lecomte et Virginie Huret. Alors vous avez fait cette étude d'implantation pour Le Havre, donc c'est en particulier donc, ce bâtiment que l'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude? D'abord, on a étudié le positionnement stratégique du bâtiment. Donc, il faut savoir que le fait d'être positionné sur le port du Havre, c'est le premier port français. Donc, ça donne une réelle ouverture vers l'Europe à l'acteur qui sera positionné sur ce bâtiment. De plus, il est positionné sur ce qu'on appelle plus communément la zone de brouettage, c'est-à-dire au sein de Ça fait rire Laurent, mais Ça mérite une explication. la C'est zone un de néologisme. Voilà, appelé dans le la- métier. la zone de brouettage, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est dans l'enceinte portuaire. Donc, il dépend des dockers transporteurs. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une traction de votre conteneur par un chauffeur lambda. Vous passez par les dockers pour acheminer vos conteneurs jusqu'au bâtiment. Donc, le fait d'être dans cette zone portuaire donne un réel avantage économique parce que les chauffeurs transporteurs qui sont dockers ont un accès facilité au port et vont pouvoir enlever vos containers beaucoup plus rapidement avec une aisance et donc avoir une disponibilité produit en stock plus rapide que lorsque vous êtes en dehors de l'enceinte portuaire. Donc c'est en même temps un engagement de la ville du Havre et du port du Havre de vous accompagner sur ce projet. Tout à fait. Ils mettent à la disposition leur main-d'œuvre, en fin Ouais. de compte. Le deuxième point important, c'est qu'au sein de la zone portuaire, il y a une multitude d'acteurs. Donc, vous avez aussi bien des importateurs que des exportateurs. Donc, vous allez pouvoir mutualiser les moyens et les ressources et donc tirer des économies additionnelles. Par exemple, si vous êtes importateur dans ce bâtiment, vous allez pouvoir acheminer vos containers directement et les caisses vides, faire bénéficier d'un exportateur pour remplir ces caisses vides à l'exportation directement. Ah, mais qu'ils soient réutilisés. Exactement. Donc, il y a une réelle mutualisation des moyens qui peut être mise en place. Ouais, donc c'est une sacrée chaîne d'organisation. Tout à fait. Un autre point aussi très important, c'est que vous l'avez vu sur la vidéo, le site est accolé à la plateforme multimodale pour laquelle il y a une zone qui est dédiée dans le stockage des conteneurs, un capacitif de 2000 équivalents 20 pieds. C'est une force aussi. Les acteurs, pendant le Covid, ont fait face à une baisse des effectifs accrue au niveau des entrepôts qui limitait l'acheminement des conteneurs. Ça veut dire que cette zone peut être mise à disposition des différents acteurs dans le stockage, dans la sécurisation et aussi dans un coût amoindri que de laisser les conteneurs au niveau du port. Donc il y a un vrai intérêt.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agilité. On est dans un nouveau monde qui est bien présent et on se doit de se réinventer à chaque instant des modes d'acheminement jusqu'à la redistribution des produits. Ouais. Voilà. Donc, oui, je vous laisse finir, allez-y, je vous en prie. Non, donc c'est un vrai vecteur aussi d'accélération au niveau des flux. Et alors, on en parlait de la concurrence avec Marseille, donc qui est complètement à l'opposé. Là aussi, il y a des offres qui sont actuellement en cours sur ce marché. Alors, rien de comparable à Rien de comparable. ce qu'on propose ici, hein, puisqu'encore une fois, c'est le plus grand projet de France et d'Europe lancé de cette manière, donc il n'y a rien de comparable. Il y a maintenant très peu d'offres sur le port de Fos, qui a connu, comme je vous le disais, une grosse dynamique de commercialisation en 2019, donc il n'y a plus beaucoup de disponibilité. Et donc non, rien de comparable. Je pense, moi j'en profite, je vous pose une question également. La proximité de la plateforme multimodale, donc en dehors de l'aspect stockage conteneur, Alors, il y a d'autres aspects que tu vas évoquer Il y a ensuite. d'autres aspects D'accord. que Virginie va exposer. J'en profite. hein. Ah oui, alors, très Vous bien. voyez, c'est un peu- donc la proximité de la plateforme multimodale va permettre d'acheminer, par exemple, vos containers vers des entrepôts régionaux directement par la barge. Donc vous allez utiliser le moyen fluvial. Mais aussi pour aller livrer vos points de vente et la distribution de vos containers, vous pouvez utiliser le fer à l'aide de caisses mobiles que vous allez venir positionner directement sur le train, ce qui vous permet de développer une logistique plus verte et durable. Donc aujourd'hui, les 3 modes de transport, parce que sur la plateforme multimodale, vous avez un accès direct au terminal maritime, mais aussi au terminal fluvial et ferroviaire. Donc vous pouvez réellement, c'est une vraie alternative à la route. Oui, en c'est ce fait. qu'on disait. Vraiment, ça permet d'utiliser tous les moyens de transport Exactement. et en même temps d'agir sur les rejets de CO2. Et Exactement. là, c'est une vraie offre écolo, en fin de compte. Et Là, ce c'est qui- dans l'air du temps, si Et on ce peut qui dire. est unique en France, parce qu'en Ah ouais. fait, on parle beaucoup de multimodalité, mais trouver un endroit comme ça avec un terminal à conteneur multimodal aussi proche du bâtiment qui garantit ces différents modes, c'est unique en France. Donc c'est vraiment un point clé dans une logique de décarbonation de la logistique qu'on entend Absolument. souvent et qu'on veut promouvoir. Et oui, Le port du Havre a su mettre en place une offre de services vraiment intéressante pour utiliser cette plateforme multimodale. Donc aujourd'hui, par exemple, ça va vous permettre d'avoir de la gratuité de stockage. Aujourd'hui, on sait que quand on stocke un container sur un terminal maritime, au-delà de 5 jours, vous avez des frais de rétention assez importants. Le fait de sortir vos containers et d'aller les mettre sur cette plateforme en attendant un mode d'acheminement, donc soit une réception vers votre entrepôt ou un acheminement par le fer ou le fluvial, vous allez avoir une souplesse, c'est à peu près 50% de coût en moins ouais, c'est par ça. rapport au terminal maritime. Oui, 50% de coût Oui. en moins. Et qu'est-ce qui coûte le moins cher aujourd'hui? C'est le transport par la route, malgré tout, qui reste le plus rentable. Et vous arrivez à prouver, à montrer que le fer ou le fluvial c'est aussi un engagement des entreprises Aujourd'hui, la politique d'accompagner. Voilà, aujourd'hui, la politique L'environnement. RSE dans les entreprises se développe de plus en plus. Donc, ça va dépendre de votre typologie de produits que vous transportez. Mais par exemple, si vous faites de la marchandise qui est non périssable, aujourd'hui, utiliser le fer ou le fluvial est une réelle alternative à la route. Et il y a une économie d'échelle qui peut se mettre en place avec des tarifs très avantageux. Et ça, c'est Le Havre qui offre cette possibilité. Tout à fait. OK. Madame, un complément? On parle également, on parle du ferroviaire ou du fluvial, mais on peut parler effectivement de massification aussi des flux. Ce qui est intéressant, il y a moins de camions sur la route, et ça peut desservir effectivement des points, des logistiques régionales ou des points de vente directement. C'est ce qu'on appelle l'omnicanal et le multicanal. C'est l'opposition. Et là, on est sur l'omnicanal, c'est-à-dire vraiment Exactement. permettre le développement de tous les canaux disponibles. Cette étude, donc Voilà, vous on l'avez allait y remise, parler. voilà, donc on va en parler. C'est important puisqu'on rappelle pour nos téléspectateurs, pour nos internautes qui regardent cette session, qui, je le rappelle, est dans le cadre des journées digitales et internationales. Donc on est sur les grands ports français, les enjeux stratégiques après le Covid et ce projet
tout à fait considérable, donc au Havre, l'un des plus grands bâtiments tout de suite disponible, entrepôt, que l'on peut louer à tout moment. Il sera louable. Il faut finir quand même, il faut quand même s'engager, c'est ça, sur une date, j'imagine, Oui, c'est alors, votre priorité. La construction a démarré en début Ouais. de cette année. On a pris un petit peu de retard, comme beaucoup évidemment, avec la période de Covid, mais il sera livré au deuxième trimestre 2021. D'accord, donc c'est pas très loin finalement. Non, c'est Deuxième pas très loin. trimestre, c'est avant 12 mois en tout cas. Exactement. Voilà, en général, pour développer un entrepôt de 100 000 mètres carrés en France, j'allais dire qu'on est entre 3 et 5 ans, quoi. Donc Ouais. il faut mettre ça en rapport. Et bien sûr, il sera entièrement équipé de fibres pouvant recevoir la 5G éventuellement si tout cela se passe normalement. J'imagine qu'il y aura tous les équipements. Alors, la 5G, La 5G. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour s'engager, Voilà. parce que même au niveau de la France et de plusieurs pays, c'est encore un point d'interrogation. Non, en fait, l'intérêt d'être sur le port du Havre, on est au cœur d'une infrastructure industrielle et logistique massive, avec des équipements technologiques, routiers, à tout niveau, qui sont très importants. Donc, c'est le premier port français. Donc, on parle de quelque chose C'est ça. d'extrêmement performant en termes d'équipement. Donc, effectivement, il y a tous les équipements. Après, la 5G, Et puis il y a cette volonté aussi du Havre, et on peut en parler puisque Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, est le maire du Havre, il y a cette volonté d'accompagner le développement du Havre, d'accélérer le développement du port. Il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine, avec Antoine Ruffnac, de Port 2000, qui a été extrêmement important. Là, donc, il y a cette stratégie, et le Havre, qui est déjà premier port français, peut encore monter et devenir peut-être un point obligé, d'où peut-être l'importance de choisir cette offre qui se présente l'avantage, aujourd'hui. comme vous le dites, c'est que l'offre, elle n'est pas réservée à des utilisateurs français. Elle est internationale. internationale, européenne. C'est le premier port d'entrée aussi Ouais. sur la Manche. Donc forcément, sa position stratégique et géographique est importante. Alors, je le rappelle, donc des questions sont les bienvenues sur ce webinaire. On les aura dans quelques minutes, donc restez bien avec nous. Les questions vont bientôt arriver et vous pourrez répondre donc à nos internautes. On va vous parler un peu du projet Alors, qu'on le projet, qu'on a pu effectivement, mener. avec cet appel d'offres, enfin cet appel, pas encore appel d'offres, j'imagine, Non, il y a non, pas de- on non. n'en est pas encore là. Non, là on est vraiment sur l'analyse et de l'intérêt du positionnement sur le port du Havre. On sait qu'aujourd'hui les acteurs plébiscitent la dorsale logistique qui est Lille, Paris, Lyon, Marseille. Notre enjeu, notre objectif pour accompagner Laurent et Thibault sur ce positionnement, c'était de benchmarker un peu les coûts d'un positionnement au Havre et d'un positionnement à Fos-sur-Mer. Donc on va parler d'un entrepôt miroir, d'une logistique régionalisée pour un acteur, un importateur. On est parti sur la base d'un cas d'un importateur qui possède un référentiel de forte rotation, avec des volumes, on en a parlé tout à l'heure, des volumes conséquents à faire arriver par voie maritime, versus un positionnement en région parisienne. Donc pour la région parisienne, le conteneur arrive au Havre, il est acheminé directement. Donc là, c'est vraiment une logistique nord-sud, Le Havre et Fos-sur-Mer. Tout interrompre, Bien excuse-moi. sûr. On parle d'un importateur qui a un réseau de points de vente. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, un réseau de points de vente sur l'ensemble du territoire et qui peut choisir donc ce miroir Fos Le Havre ou Fos région parisienne. Exactement. Ouais. C'est ça, Tout à d'accord. Voilà. Dans le cadre de la crise sanitaire, on a dû faire face effectivement à une distribution de produits beaucoup plus rapide. Le fait de positionner le même produit sur 2 points, sur 2 sites logistiques, est un vrai vecteur d'accélération des flux et de disponibilité produits pour maintenir la promesse client. Donc, les grands points à noter par rapport à ce projet, c'est tout d'abord une réelle économie de transport. Donc, transport amont, parce que de par le fait d'être positionné directement dans la zone portuaire, vous êtes à côté, au sein du port. Donc, vous avez un acheminement beaucoup plus rapide de vos produits versus région parisienne. Donc, vous avez une économie d'à peu près 50% sur le coût d'acheminement. De plus, vous avez une rapidité, une mise à disposition de vos produits en stock qui est très rapide. Un container que vous allez voir à quai, avec une vue à quai le matin, va pouvoir être réceptionné et mis en stock le jour même, ce qui ne sera pas forcément le cas d'un produit, d'un stockage en région parisienne. Deuxième point, c'est le transport aval. De par le positionnement sur la zone havroise, vous êtes beaucoup plus proche de Lille,
Paris-Nantes versus région parisienne. Vous avez à peu près une économie de transport aval avec les coûts du marché actuel de 10%. Ce qui vous donne au global, sur le poste transport amont plus aval, une économie de 30%. Donc c'est non négligeable. Si on vient rajouter à ça les coûts immobiliers qui sont avantageux versus région parisienne, vous avez... Oui, là-dessus, sur les coûts immobiliers, sur un immeuble de ce type, l'économie, elle est d'1 million, 1,5 million d'euros par an. En termes de loyer, vous En dites loyer c'est et fiscalité, parce que la fiscalité est un poste important dans nos marchés, par rapport au même immeuble en région parisienne. ça oui. Qui d'ailleurs aurait du mal à trouver sa place vu l'ampleur. Vous avez raison, c'est une bonne Et puis sans compter les nuisances d'acheminement. Et on n'aurait pas bien sûr le canal Seine. Cette multimodalité. Absolument. Exactement. Si on vous parle un peu maintenant des avantages logistiques, intralogistiques du bâtiment. Alors intralogistique, parce que intralogistique, c'est donc À l'intérieur. l'exploitation à Voilà, l'intérieur de l'immeuble. C'est ça. Ça mérite quelques... Donc, bâtiment XXL, 92 000 mètres carrés, qui nécessite une organisation de type industriel. Les cellules sont dos à dos. On peut envisager d'avoir en première face les flux entrants et en deuxième face les flux sortants. Ça permet de sectoriser, de segmenter les activités, mais aussi à l'intérieur, pour les opérateurs, de travailler dans un contexte, une organisation de taille humaine. Et ça, c'est important, puisque aujourd'hui, plus les entrepôts sont gros, plus ça nécessite de main-d'œuvre, et il faut quand même s'y retrouver à l'intérieur du site. C'est un bâtiment nouvelle génération, donc Thibaut en a parlé, on se retrouve avec des cellules de 12 000 m², donc qui permet une organisation plus intéressante. On peut parler de mécanisation, on peut parler de convoyeurs dans le cadre de e-commerce, et également une cellule qui est attitrée aux produits dangereux, donc tout ce qui est normes ICPE. Comme vous l'a expliqué Anne, le challenge d'un bâtiment XXL, c'est de maîtriser vos temps de roulage. Donc avec cette organisation de type industriel, en segmentant bien les flux, vous revenez à une maîtrise de vos coûts qui est importante. Là aussi, économie. Par rapport à un bâtiment tout en longueur, hein, si je peux me permettre, c'est-à-dire que les temps de roulage, c'est donc ce temps d'acheminement de la marchandise à l'intérieur de l'immeuble. Et donc effectivement, cette forme d'immeuble, elle a été étudiée avec ID+ Solutions, elle permet de minimiser ces temps et donc d'augmenter la productivité de cet immeuble. Avec combien de personnes qui travailleraient éventuellement, jusqu'à combien? Ça va dépendre de ce que vous allez développer. Est-ce que vous volumétrie. allez mettre de l'automatisation, etc. Mais ça peut être au minimum 150 personnes et monter beaucoup plus. Jusqu'à Voilà. 500 personnes. Ah oui. 400 personnes. Donc c'est très flexible. Exactement. Dans ce bâtiment, donc là on vient de parler de l'intralogistique, c'est-à-dire à l'intérieur du bâtiment, il y a aussi un deuxième point qui a été réellement pensé, c'est ce qu'on appelle la gestion de la cour, c'est-à-dire l'extérieur au sein de l'enceinte du site, la gestion du flux camion. Le positionnement stratégique du poste de garde va vous permettre de mener des projets de digitalisation et donc un accès plus rapide au site par les transporteurs ou par les transporteurs Docker, comme on l'a vu précédemment, une réelle fluidité au sein des activités. Deuxième point important, c'est qu'il a été pensé en mettant une zone d'attente camion au sein même de l'enceinte du site, ce qui va permettre au service transport, par exemple, au service affrètement, de commander de la remorque vide pour pouvoir lisser l'activité du logisticien. Parce que quand vous êtes logisticien, ce qui est compliqué, c'est d'occuper vos opérateurs tout au long de la journée et de gommer les temps morts. Là, avec ce qu'on appelle des remorques en décroche, je sais que Laurent adore ce terme, avec les remorques en décroche, ça permet aux logisticiens d'occuper ses opérateurs tout le long de la journée et ne pas faire face aux aléas transport. Parce que vous imaginez bien, un site de 92 000 m², vous allez avoir du camion sur le site. Voilà. Anne, on a encore... En fait, on parle de meilleure performance, de productivité, d'agilité et d'autonomie également. La digitalisation qui est une option, mais c'est vraiment rendre autonome tous les secteurs d'activité qui se retrouvent au sein du bâtiment et de ne pas avoir de délais d'attente qui sont toujours pénibles en logistique. C'est ça.
Et bien sûr, des zones d'accueil, j'ai bien compris, des zones sociales aussi, hein, Tout à pour fait. se restaurer au sein même des bâtiments, ce qui est prévu, hein. Tout à fait. Donc on a compris vraiment optimiser au maximum. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en France de bâtiments sur ce thème vraiment Lancé de cette aussi manière poussé. en blanc, c'est-à-dire sans occupants, c'est Ouais. le plus grand projet français aujourd'hui. Et donc entièrement nouveau, entièrement construit, donc avec des normes aussi respectueuses de l'environnement, il faut préciser. Oui, On vous- puisqu'il est ouais. certifié, hein, il y a une vraie démarche RSE qui a été entamée avec de l'éclairage LED, un certain nombre de cibles de performance environnementale qui Hmm. ont été poussées les unes et les autres Ouais. On sur a, cet on a immeuble. même le projet de rendre la toiture intégralement photovoltaïque. Photovoltaïque aussi, donc ça serait vraiment extraordinaire. Donc pour avoir une partie alimentée par le soleil. Alors oui, il faut savoir que le photovoltaïque a plus vocation, pas forcément à alimenter le bâtiment, parce qu'il n'est pas très énergivore, Mhm. mais plutôt à alimenter Le réseau. le réseau. Une fois le locataire trouvé, combien de temps faut-il pour vraiment le mettre opérationnel, ce bâtiment? Alors ça dépend si c'est un locataire qui met beaucoup de process à l'intérieur, qui a Mhm. besoin d'un temps long pour équiper avec des robots, avec de la mécanisation, Ouais, c'est après, ou oui. si c'est un locataire plus standard qui met des racks, hein. Mm. Donc Ouais. là, les délais sont... Et du nombre d'employés aussi, parce que si on parle de 200 personnes ou de 400 personnes, bah, c'est assez variable. Donc ça dépend, Très c'est aléatoire. très aléatoire. C'est très Très aléatoire. bien. Donc 92 000 mètres carrés, livraison deuxième trimestre 2021. Nous allons peut-être avoir des questions, c'est bien ça, nous sommes prêts. Donc je vais passer la parole à Brice Giraud. Ce sujet suscite de nombreuses questions. Donc je vais poser d'abord la première. Quel est l'investissement réalisé et par qui est-il supporté? Je vais répondre parce que c'est Agir Real C'est mieux. Estate. Donc c'est Agir Real Estate, donc filiale d'AG Insurance, qui réalise cet investissement sur le port du Havre. On est investisseur partout en France, en bureau, en commerce ou en logistique. Et on a un patrimoine d'à peu près 6,5 milliards d'actifs sous gestion. Et l'investissement sur le Havre, qui n'est pas notre premier investissement au Havre, parce qu'on est également investisseur sur d'autres plateformes, représente à peu près 60 millions d'euros. Autre question, le fait que le site soit sur l'enceinte du port du Havre, est-ce vraiment un avantage, sachant que les ports français sont périodiquement en grève? Alors, euh, oui, je peux comprendre cette inquiétude. Néanmoins, quand le port français est en grève, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, vous êtes embêté de la même manière. Aujourd'hui, Les conteneurs sont bloqués les de la même conteneurs manière. sont ouais. bloqués. Vous pouvez sortir votre marchandise, mais néanmoins, tout l'afflux de marchandises entrantes est bloqué de la même manière. Aujourd'hui, pour nous, c'est un réel, et on l'a mis en pratique pour certains clients, c'est un réel avantage d'être sur la zone de bruitage, parce que vous avez cette facilité au port, et donc ce n'est pas neutre dans le fait d'acheminer vos conteneurs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un transporteur Docker qui soit attribué à votre activité, effectuer ce qu'on appelle des NORIA, c'est-à-dire des allers-retours, et donc maximiser vos temps d'acheminement des conteneurs. Pour nous, aujourd'hui, c'est un réel avantage. Après, on peut peut-être la réforme portuaire a amélioré Exactement. sensiblement l'image qu'on pouvait avoir des ports français. Ne restons pas sur l'ancienne image qu'on avait à une certaine, il y a une dizaine d'années. La réforme a quand même beaucoup amélioré le fonctionnement des ports. Et les grèves ont été très, très largement diminuées depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que les derniers mouvements concernaient plutôt la réforme des retraites, Oui. étaient générales, pas focusées sur le Oui. port, hein. C'est vrai que les ports français étaient en grève comme une grande partie de la France Ouais. avec la réforme des retraites. Et c'est vrai que l'alternative dans ce cadre-là, c'est port français ou port étranger. Ouais, Mais finalement, que vous soyez à Fos-sur-Mer ou à Salon de Provence, bah, vos conteneurs, de toute façon, Ouais. sont bloqués. Donc la question, c'est effectivement, si on veut être sur le territoire français, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et je pense que le climat social, de ce point de vue-là, C'est il est fortement amélioré. plutôt... D'ailleurs, il y a des statistiques hein, sur que publie le port là, sur le nombre de jours de grève qui montrent qu'il y a une tendance à l'amélioration. Mais voilà, c'est comme ça, c'est notre pays. En termes de sympathique. productivité, vous avez étudié, la France
est assez bonne, je pense, hein, quand même. En termes de coûts, Ça, c'est en tout cas... en termes de coûts immobiliers, on est très performant, encore une fois, par rapport aux autres ports européens. Il y a un autre aspect qui est fondamental quand on voit les ports du nord de l'Europe, c'est que les flux sont beaucoup moins saturés en France qu'ils le sont. Si vous prenez les flux entre Anvers et Bruxelles, c'est très compliqué aujourd'hui. Les solutions d'implantation aussi, quand vous regardez la géographie des immeubles sur les ports européens, ils sont les uns contre les autres, il n'y a plus de place. Hein. Nous, on a cette chance, alors c'est vrai aussi parce qu'on a connu moins de développement, mais on a cette chance d'avoir des infrastructures encore complètement utilisables, quoi, fonctionnelles. Et puis, la Seine reste à être utilisée, puisqu'on sait qu'en France, on a une faible utilisation des réseaux fluviaux. Hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça et le ferroutage, ce sont deux points qui sont à place développés. Autre question, comment peut-on générer 10% d'économie sur la distribution aval versus la région parisienne, alors que la position du Havre est quand même moins centrale que Paris? Alors, on est dans le cas d'une étude avec du stockage régionalisé, c'est-à-dire avec un entrepôt nord et un entrepôt sud. Voilà. Donc, quand vous êtes dans l'étude qu'on a pu mener, vous êtes dans une distribution sur la moitié de la France. Donc, quand vous êtes positionné au Havre pour aller desservir, donc les grandes villes sont Lille, Paris, Nantes, vous êtes mieux positionné en termes de kilométrage parcouru que quand vous êtes positionné en région parisienne, avec bien entendu l'encombrement routier qui est assez saturé en région parisienne. Là, vous avez un accès plus facilitant au réseau autoroutier et une économie de transport qui est intéressante. On peut peut-être préciser que l'étude, c'est une étude qui a été réalisée et qu'on tient à disposition des gens qui seraient intéressés par ce projet et cette étude. Mais effectivement, il faut bien comprendre qu'on parle de deux entrepôts miroirs et pas d'un positionnement au Havre versus région parisienne. C'est pas tout à fait la même chose. Autre question, qu'en est-il sur des grands autres ports français, sachant qu'il y en a 7 en France? Alors, on peut Qu'il y en ait quoi Mais Les ça grands regroupe- ports, si on ça regroupe compare... un peu à ce que tu Ouais. disais, ouais, Laurent. il y a un dynamisme des ports. Enfin, Rouen connaît aussi une vraie dynamique. Je parlais du port de Fos. Alors, c'est peut-être moins vrai de Saint-Nazaire, mais les ports français sont très en retard par rapport aux autres ports européens connaissent aujourd'hui un vrai basculement parce que, encore une fois, ce sont les endroits faits pour accueillir la logistique. Et finalement, le législateur, il constate aussi que urbaniser des terrains qui ne sont pas forcément faits pour ça, alors qu'il y a des terrains disponibles sur les ports, multimodaux, Oui, c'est ça. il y a une certaine logique à pousser un petit peu la demande vers ces ports. Et on le constate dans les chiffres. Parmi les principaux enjeux post-Covid figurent les questionnements sur le niveau d'activité. Est-ce qu'il va y avoir des réductions et des réorganisations de flux, mais aussi sur la stratégie politique déployée au niveau de l'État sur la réindustrialisation et le verdissement des transports. Quels sont donc les leviers de l'offre portuaire et logistique pour s'ajuster rapidement à ce cadre qui est aujourd'hui incertain? Alors, beaucoup de questions. Oh là, Moi, oui, j'ai peut-être une première remarque, c'est que ce projet pourra accueillir de l'industrie. C'est-à-dire que c'est un immeuble avec des grandes cellules. On pourrait tout à fait y fabriquer des choses à l'intérieur. Hein. C'est vrai qu'on l'a conçu comme ce qu'on fait de mieux en immeuble logistique, mais rien n'empêcherait d'y avoir, d'accueillir une partie de fabrication. Hein. Donc je pense que déjà ce site peut être une réponse à une activité partiellement industrielle. Après, sur le verdissement, c'est vrai que la multimodalité, la décarbonation de la logistique via notamment le fluvial, la proximité du terminal multimodal participe à ce verdissement. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question posée. Question plus précise, combien de temps faut-il pour acheminer les marchandises entre Le Havre et Paris par voie fluviale? Alors nous l'avons, mais je ne l'ai pas là. Mais on a calculé tous les temps. Oui. Mais... En tout cas, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de navettes par jour. On n'a plus le nombre, on le tient à disposition. Donc on répondra plus en détail. Mais il y a des départs, il y a une fréquence, une grande fréquence par jour. Après le délai en tant que tel. On a calculé l'émission de CO2. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais on a calculé l'émission de CO2, mais aussi le temps de transport, que ce soit du fluvial ou du ferroviaire. Donc, le ferroviaire pour aller desservir les grandes villes citées précédemment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les chiffres plus précisément.
Encore une question. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les aménagements qui permettent d'attirer les manutentionnaires? Est-ce qu'un système de transport en commun est disponible ou prévu? Oui, Alors. oui, donc effectivement, le point du transport est important. Donc c'est bien prévu et ce sera devant le site logistique. Et ensuite, Le Havre a C'est un des... bus, c'est un arrêt de bus, C'est un arrêt de très bus, tout à fait. concrètement devant Ouais. le site. Et ensuite, pour répondre un peu aux besoins, pour faire tourner un entrepôt, Le Havre a des formations diplômantes permettant de répondre à l'ensemble des postes clés pour faire tourner un entrepôt. On va du logistique manager jusqu'au manutentionnaire. Ce qui est vraiment intéressant sur l'offre transport, c'est que Le Havre s'est doté de ce qu'on appelle Flexilia, qui est une commande de navette à la demande. Donc vous avez une application sur votre téléphone et cette navette rentre dans la zone portuaire. Parce qu'elle pourrait desservir que la ville, mais non, elle rentre dans la zone portuaire. Donc elle permet, parce qu'on sait que dans le monde de la logistique, il faut savoir faire venir les bonhommes sur le site. Et donc Le Havre a su répondre. Les bonhommes, Les bonhommes. les bonhommes. Et surtout que c'est grand, Le Havre, hein, le port est grand. Oui, tout à fait. Donc, on sait combien ça pourrait faire travailler de personnes, ça pourrait éventuellement aussi créer de l'emploi dans la région. Ah oui, Ah ça oui, va ah oui, forcément créer de forcément. l'emploi. Et, ouais. On a créé une Après, voilà, la dynamique. main-d'œuvre existante n'est pas suffisante Non. chez les dockers. Non, bah, Non, puis il ne faut à pas toutes les l'intérieur de opérations. l'immeuble, non, non. Ouais. Et donc, on estime entre 200 et 400 Ouais. personnes. C'est les ratios à peu près qu'on constate sur ce type d'implantation, en fonction du degré d'automatisation. Aujourd'hui, on peut visiter déjà les premiers travaux qui sont en cours. Aujourd'hui, si- ça reste un terrain avec, Oui. De la terre. Voilà, il n'y a des pas encore fondations à qui ont découvrir. démarré. Il n'y a pas un grand intérêt, mais on a des documents qui permettent de montrer, en plus de la vidéo que vous avez vue, ce que sera le bâtiment et son fonctionnement, notamment au travers de l'étude qu'a réalisée ID Plus Solutions. Vous-même, vos références, on peut peut-être en dire un mot sur ce que vous faites ailleurs, dans d'autres régions. Alors, en logistique, on est un acteur qui intervient sur la France depuis un peu moins de 10 ans. On a principalement axé notre stratégie sur des bâtiments de grande taille, neufs, et effectivement idéalement placés soit dans des zones logistiques renommées comme peut être Le Havre, soit sur effectivement ce que disait Anne, sur la dorsale entre Lille, Paris, Lyon et Marseille. Donc on est présent à Saint-Martin-de-Crau notamment, donc on connaît aussi les problématiques de certains utilisateurs de pouvoir être présents dans le sud et d'avoir un intérêt à être présent dans le nord. On a été présent sur Lyon, sur la région parisienne. Donc on n'est pas des promoteurs logistiques, on reste des investisseurs logistiques. Ce n'est pas nous qui concevons littéralement les projets, mais on sait prendre des risques, en tout cas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on lance une opération à risque. Ça rentre parfaitement dans la stratégie de notre compagnie d'assurance d'avoir d'un côté un rendement apporté par le patrimoine que l'on détient. Donc il y a du bureau aussi en Île-de-France ou en province, et du commerce également, et de savoir de temps en temps prendre des risques pour aller chercher un peu plus de création de valeur, que ce soit sur des projets logistiques qu'on lance en blanc ou même sur des projets de promotion immobilière. On est nous-mêmes opérateurs en Île-de-France sur des bâtiments tertiaires. Ouais. Et en même temps, pas facile de trouver des grands bâtiments disponibles aujourd'hui. Alors, c'est un autre souci. pas facile de les trouver au bon endroit. Oui. Vous pouvez trouver des bâtiments parfois dans des zones qui ne sont peut-être pas des zones identifiées Pratique pour être de la pure logistique, alors qu'ils peuvent avoir un intérêt à un instant T. Sauf que nous, on est un investisseur long terme. En prenant une position sur le Havre, on prend une position pour de très longues années. On va pas aller prendre une position sur une zone logistique qui serait pour un utilisateur en particulier, à un endroit en particulier, et qui pourrait être là juste pour 5 ou 10 ans. Nous, on voit à plus long C'est terme. une longue période. Ouais. Pour conclure, peut-être quelques mots, et puis on va rendre l'antenne dans une minute. Merci pour Voilà. merci surtout à ID Plus de nous avoir accompagnés et à Thibaut pour la confiance, puisqu'effectivement il nous a confié la commercialisation de ce magnifique projet qu'on essaie de défendre
au bout en étudiant l'ensemble des composantes avec nos amis d'ID+. Donc merci pour cet accueil et puis nous avoir donné l'opportunité d'en parler. Optimiste pour cette sortie de crise, vous pensez, malgré la fin d'année qui s'annonce un peu tendue, mais la reprise pour l'année prochaine? On est Dans comme le tout le monde, on métier. est pragmatique, Ouais. mais les actifs logistiques se tiennent mieux que les autres actifs. Le marché est quand même extrêmement ralenti, donc voilà, un optimisme raisonnable. Mais le commerce international reprend, Oui, il continue. et puis la logistique est nécessaire, on le voit bien, le e-commerce c'est de la logistique. Donc. Ça devient la colonne vertébrale, la logistique Absolument. aujourd'hui. Et oui, plus que jamais. Mm. Pour conclure, mesdames, peut-être un mot sur Merci. cette belle aventure, puisque vous accompagnez donc ce projet. Une au très Havre. belle aventure. On a pu étudier l'ensemble des scénarios possibles à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, ça laisse un champ des possibles extrêmement ouvert. Donc, un beau projet. Donc, madame, pour finir. Un très beau projet. Maintenant, effectivement, tout dépendra des stratégies des entreprises. On parle beaucoup de post-Covid et de disponibilité produits. Le fait de mettre en miroir des produits, des références, peut aider justement dans l'accélération des volumes et la disponibilité produit. Voilà. Et on le rappelle, toute demande d'informations complémentaires auprès de vous, on aura bien sûr les éléments qui apparaîtront à l'écran le moment venu. Merci infiniment Merci donc, pour beaucoup. cette première session des Journées digitales et internationales de la supply chain. À tout à l'heure donc pour parler des routes de la soie. Et vous allez voir, il y a énormément de choses passionnantes à vous raconter avec deux experts qui, j'espère, retiendront votre attention. À tout à l'heure dans un quart d'heure.